Petit verre d'eau et tout, c'est bien, ça fait professionnel. Ok, alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut vraiment changer la carrière d'un artiste, comment collaborer avec un éditeur de musique. Donc, si tu es un artiste indépendant, un auteur, compositeur, établi ou non, tu vas découvrir dans cet épisode en quoi est-ce que travailler avec un éditeur peut éventuellement t'apporter plus de revenus, atteindre même de nouveaux sommets, qui sait. Donc, on va voir quel est le rôle de l'éditeur dans le paysage musical, comment on peut être amené à travailler avec lui, et quand est-ce que c'est le bon moment d'en contacter un, quel type de collaboration on peut s'attendre avec un éditeur. Donc voilà, si toutes ces questions-là t'intéressent, alors installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode de C'est nos studios révèle la musique en toi. Eh bien, bienvenue dans cet épisode de C'est nos studios. Nous sommes dans les bureaux de Team4Action et plus précisément dans un des studios de Team4Action et on est accompagné de Claude Martin. Donc Team4Action, c'est une entreprise qui fait de l'édition musicale et donc on va un petit peu parler du rôle de l'éditeur dans le paysage musical. Alors, je vais déjà un peu poser le tableau, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, un éditeur en musique, donc c'est un professionnel ou une entreprise qui s'occupe de la gestion et de la promotion des œuvres musicales d'un artiste ou d'un auteur-compositeur. Son rôle principal est de gérer, protéger les droits d'auteur, collecter les royalties et maximiser l'exploitation des œuvres en les plaçant dans des films, des publicités, des séries ou sur des plateformes numériques. Donc, il agit comme un partenaire stratégique pour l'artiste en ouvrant des opportunités commerciales tout en veillant à ce que l'artiste soit rémunéré équitablement pour l'utilisation de sa musique. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Claude? Est-ce que c'est un bon résumé? C'est un bon point de départ. Moi, je dirais que il faut quand même faire la nuance entre un éditeur de musique indépendant et un éditeur de musique du type multinational. Ouais. Voilà, mais pas forcément les majors, parce qu'il y a des grosses boîtes d'édition qui ne sont pas majors que tout le monde connaît, Universal, Warner, Sony. Dans notre cas, tu nous as présenté comme des éditeurs de musique, ce qui est exact, mais nous ne sommes pas que ça. D'accord. Nous sommes aussi producteurs de musique. C'est vrai. Nous sommes aussi label. Et le studio dans lequel on se trouve est davantage l'instrument du producteur que celui de l'éditeur. C'est vrai. Même si l'éditeur peut aussi avoir besoin d'un studio d'enregistrement. Alors pour le reste, c'est vrai que c'est un bon survol de l'ensemble des tâches d'un éditeur, des obligations de l'éditeur, parce que tout ça est contenu dans un contrat d'édition où il y a effectivement une contrepartie au fait que l'auteur cède une partie. Quand je dis l'auteur, c'est avec un grand A, c'est aussi le compositeur. Le compositeur, bien sûr. L'auteur des textes, etc., etc. Il y a des arrangeurs aussi, il y a des adaptateurs, il y a des traducteurs. Il y a plein de choses. Il y a plein d'ayants droit intellectuel. L'éditeur n'est pas un ayant droit intellectuel, c'est un ayant droit, mais qui ne reçoit que la partie patrimoniale. Donc, il n'est jamais, lui, détenteur du droit moral. Le droit moral reste toujours incessible. Voilà. Ça, c'était effectivement un truc qu'on avait vu dans les quelques épisodes, parce qu'on en a fait quelques-uns là avec la SABAM, où effectivement, c'est un monde assez complexe, en fait, hein, les droits d'auteur. On soupçonne pas tout ce qu'il y a derrière. C'est très pointu, je trouve. C'est vrai que c'est assez pointu. C'est un métier. Oui, c'est vraiment un métier. C'est un métier que nous, on a appris davantage par l'expérience, sur le tas, comme on dit, qu'il n'y a pas vraiment d'école pour devenir éditeur. Oui, c'est ça. Mais bon, effectivement, il y a la SABAM qui est là en Belgique, il y a évidemment toutes les autres sociétés dans tous les autres pays, et que travailler avec une société de gestion collective, c'est indispensable pour un éditeur. Pour les auteurs aussi, mais c'est aussi là que l'éditeur apprend son métier. Dans mon cas, j'ai traîné mes fonds de culotte sur les sièges du conseil d'administration de la SABAM, qui maintenant s'appelle l'organe d'administration. Et donc, ça m'a permis d'élargir la connaissance que j'avais au départ. Et c'est vrai que c'est assez technique. Oui, c'est technique. Ok. Bon, on va quand même bien te présenter, Claude. Donc,
Team for Action, c'est une entreprise qui existe depuis combien de temps, en fait? Depuis 1988. 1988. J'avais 6 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ça a été directement à l'édition ou ça a été directement production et édition? Quel a été la porte d'entrée? C'est vrai que on a vraiment commencé par une chanson et donc cette chanson a été un très gros succès. Elle s'appelle Dans ma rue et c'est un artiste qui s'appelait Philippe Swan. Ok. Avec qui on est toujours en contact. Il était ici la semaine passée encore. Excellent. Donc, et cette chanson, elle a vraiment pu nous aider à construire notre activité. Mais c'est vrai qu'on était au départ, on a toujours pensé que c'était l'édition qui nous a intéressés, mais on avait déjà à l'époque, pas ce studio-ci, mais un plus petit, donc on est aussi intervenu dans la partie production. Ouais. Donc on a dès le départ assez vite mélangé les compétences et les casquettes, en plus du fait que on a commencé à travailler dans un studio, donc l'activité de studio est devenue aussi une activité connexe, mais qui fait partie les éditeurs dans les années 60 possédaient des studios. Ah oui. Je dis pas que ça n'arrive plus, mais c'est vrai, c'est même plutôt tendance à revenir parce que le studio est aussi l'endroit où les chansons, où les œuvres se créent. Parce que j'ai l'impression que, au fil du temps, comment l'industrie évolue, les labels sont un petit peu obligés de diversifier les possibilités de revenus et donc de diversifier les activités. Mais il y a certainement eu une époque où il y a eu des personnes qui étaient que spécialisées dans l'édition. Oui. D'ailleurs, en fait, ça c'est toi qui m'avais dit ça il y a très très longtemps. L'édition au départ, c'était les partitions, en fait. Au départ, c'est les partitions. C'est les partitions, donc c'est l'édition d'une partition. C'est pour ça qu'on parle d'éditeur, parce qu'on éditait des partitions sur papier, des partitions et les textes. Et les textes. Et donc, les premiers revenus des éditeurs de musique, c'était vendre les textes à des gens dans la rue qui chantaient les chansons avant même qu'il y ait le phonographe et qu'on fixe les œuvres sur un support. Oui, parce que il faut pas oublier qu'à une époque, on n'enregistrait pas encore la musique et donc c'était le seul moyen de communiquer de la musique, c'était la partition. Et donc les musiciens étaient interprètes, ils recevaient la partition et ils interprétaient telle œuvre de Bach, telle œuvre de Mozart ou pas que. D'ailleurs, je cite des très anciens, mais il y avait pas que ça en fait. Et même des chansons populaires. Et même des chansons populaires, exactement. Oui. Donc l'éditeur, en fait, l'éditeur de livres, finalement, c'est par extension spécialisé. Au départ, on n'a pas fait la différence. C'est ça. Okay. Au départ, et puis évidemment, la technologie arrivant, l'éditeur a pris un autre rôle et qui est parfois un petit peu difficile à comprendre pour des gens qui connaissent pas du tout, parce que quand on dit éditeur, on pense effectivement. On pense au support. On pense au support papier. Et en plus, le jargon est parfois un petit peu un piège parce qu'on parle aussi d'éditeur phonographique. Et l'éditeur phonographique, c'est pas l'éditeur de musique. L'éditeur phonographique, en fait, c'est le label ou la maison de disques. Celui qui fabrique. Et donc, ça peut amener des confusions. Il y a plein de confusions. C'est pas évident ce métier-là. Donc c'est aussi ça l'objectif de ce podcast, c'est de d'élucider un petit peu ces zones d'ombre qu'il peut y avoir dans tous ces métiers qui entourent un artiste, qui entourent sa carrière, j'ai envie de dire. Donc voilà. J'aurais tendance à dire que la technologie évoluant, la complexité augmente aussi, parce que maintenant les exploitations numériques, les plateformes, tout ça donne encore tout à fait un autre contexte et c'est en train de prendre de la place par rapport à l'ensemble des droits. Évidemment, il y a toujours des droits qui sont générés lors des concerts, lors des passages radio, lors des passages télé, quand on fabrique des disques, les droits de production mécanique. Tout ça existe toujours, mais maintenant, il y a les droits numériques. En plus, maintenant, dans les contrats, c'est souvent stipulé sur tel et tel type de support et ceux à venir qui n'existent pas encore. C'est souvent une clause que je rencontre. Oui, parce qu'on a conscience que... Ça évolue, quoi. Ça évolue et que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans ou plus, on se retrouvera encore avec un autre type d'exploitation auquel on n'a même pas pensé. Oui, c'est ça. Ok. Alors, moi j'aime bien aussi parler de comment nous on s'est rencontrés. C'est quand même assez rigolo comme situation. Je reviens en 2006. En 2006, lorsque j'étais avec mon groupe qui s'appelait les KMGs, on était à un concert au Théâtre Marny et là il y a les producteurs de la RTBF qui viennent
viennent nous dire, voilà, on vous propose de faire l'Eurovision en 2007 en Finlande. Gloops, ah bon? Et donc, on finit par accepter l'aventure et c'est toi qui nous as accompagnés dans cette aventure. Oui, mais c'est assez amusant parce que la RTBF a choisi KMGs en tant qu'artistes. Oui. Ils ont été séduits par l'énergie sur scène, ils trouvaient que le groupe avait vraiment une bonne attitude et ils se sont dit, oui, ça peut marcher à l'Eurovision. Ouais. Mais l'Eurovision, c'est un concours de chansons. chansons. Et ils n'ont pas vraiment pensé Ouais. parce que l'Eurovision a certaines exigences au niveau du type de chanson, même la durée, enfin, etc. Ouais, exact. Et donc, le répertoire de KMG ne convenait pas vraiment à l'Eurovision à ce moment-là. Sûr. Et donc, c'est à ce moment-là, la RTBF nous a contactés aussi en disant, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas penser à nous aider pour la chanson? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ben voilà. Parce que donc, un éditeur, on pourrait peut-être le dire là comme ça, tu as un catalogue de compositeurs, auteurs aussi. Notre catalogue est composé d'œuvres. Oui, d'œuvres. Mais je veux dire, tu as un carnet d'adresses alors plutôt, je devrais dire. Un carnet d'adresses, de personnes. Et donc, tu t'es dit à ce moment-là, ah bah oui, pour tel groupe, je peux contacter un tel, et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et donc, ça nous a donné, enfin, le style de KMGs qui était dans Soul Funk, disco, nous a fait penser à quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé quelques années auparavant et qui était dans ce style-là et qui était un bon compositeur. En l'occurrence, Paul Curtis, quoi. Ok. Eh bien, alors moi j'aime bien qu'on donne des conseils aux artistes et donc la première question c'est comment est-ce qu'un artiste va trouver un éditeur? C'est quoi l'étape? Comment il va faire pour se faire repérer par un éditeur? Un petit peu de la même manière qu'il pourrait se faire repérer par une maison de disques. Alors, il faut savoir qu'il y a éditeur et éditeur. Oui. C'est pas du tout un jugement de qualité ou quoi que ce soit, mais on parlait tout à l'heure des éditeurs multinationales, qui sont des éditeurs qui gèrent pas un catalogue, mais des catalogues multiples. C'est ça. Beaucoup de catalogues pour des millions d'œuvres, même des dizaines de millions d'œuvres du monde entier. Et donc, l'objectif de ces sociétés-là, c'est évidemment aussi répondre à la demande quand il y a une demande de synchro ou ce genre de choses, mais aussi faire en sorte que les droits puissent être perçus dans le monde entier et bien répartis. Ce qui n'est pas à l'opposé de ce que nous faisons, indépendants, mais notre catalogue est beaucoup plus restreint, même si on représente aussi quelques catalogues belges en administration. Notre catalogue, c'est seulement quelques milliers. J'ai la prétention de penser que je le connais pas par cœur tout, mais je peux assez facilement dire ah oui ça c'est chez nous, ça c'est pas chez nous, rien que sans avoir besoin d'aller dans un Excel fouiller si c'est le cas, ce qui n'est pas le cas des grosses boîtes. Alors ces grosses boîtes, elles fonctionnent au niveau international. Nous notre base est quand même la Belgique. Après, on peut avoir des partenaires aussi à l'étranger. Et dans la manière de nous approcher, c'est clair que on peut être intéressé comme éditeur, on peut aussi être intéressé comme producteur et éditeur, comme label et éditeur. Donc, c'est comme je pense beaucoup de sociétés, on reçoit non plus des cassettes, non plus des CDR, mais des mails, des mails avec des liens SoundCloud. C'est ça et voilà, nous sommes sollicités et on écoute et voilà, ça nous donne des envies de collaboration ou pas. On rencontre les auteurs, artistes. Moi, je fais toujours la différence entre artiste et auteur, puisque l'artiste, en principe, c'est celui qui interprète. Il n'est pas forcément celui qui a composé ou écrit la chanson. Et donc, vous pourriez avoir un coup de cœur pour des chansons et pas pour l'artiste? Oui, ça peut. C'est déjà arrivé? Ça peut arriver, ou un coup de cœur, ou bien une envie ou un besoin de collaborer. En Belgique, il y a quand même assez peu de gens qui ne sont que compositeurs-auteurs. Il y en a un qui est quand même très très connu du côté francophone et qui est Jacques Duval, avec qui on a collaboré à plusieurs reprises, et qui est quelqu'un, bien sûr, il a aussi été interprète, bien sûr, il a aussi sorti des albums à son nom, mais ce qui a fait sa grande reconnaissance, c'est d'avoir composé beaucoup de chansons pour beaucoup de gens et des gros succès. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu les critères de sélection
c'est subjectif ou est-ce qu'il y a une part de... subjectif. C'est d'office subjectif. Oui, c'est d'office subjectif. Ouais. On a vraiment pas la prétention de dire nous on sait ce qui marche et on sait qu'on a besoin de ça. Oui, c'est ça. Non. Ouais. Par contre, quand on écoute quelque chose, parfois, et même quand même assez souvent, on peut se dire ça marchera pas. Ok. On ne sait pas ce qui marche, mais on peut quand même avoir une idée de ce qui ne marchera pas. Et ça, mais on peut se tromper aussi. Ouais, on peut se tromper. Et ça, c'est par l'expérience de... Oui, et voir ce qui se passe sur le marché. La connaissance du marché. On travaille aussi avec des attachés de presse, des promoteurs radio. On est quand même, et on va sur les lieux de concert. On se rend compte aussi de ce qui marche. Tout ce qui peut nous permettre de nous donner de l'information. Les charts, ce qui marche sur les plateformes, etc., etc. Tu saurais nous dire, qu'est-ce que... Allez, t'entends un truc, tu dis, ah non, ça je sais que ça va pas marcher. Tu saurais dire c'est quoi qui fait que ça va pas marcher pour toi? Peut-être quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps du tout. Pas dans l'air du temps. Peut-être quelque chose où on sent bien qu'il y a une intention, mais qu'elle ne correspond pas vraiment à la personnalité de l'artiste ou de l'auteur. Parce qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées quand même qui circulent, des gens qui se disent qui ont des références, et par exemple des références internationales, mais il faut être conscient que c'est une bonne référence au niveau international, mais pour un artiste ou auteur belge, arriver à faire ça, ce n'est pas réaliste. Mais il y a des styles de musique, par exemple, qui sont moins populaires en Belgique, alors qu'ils sont très populaires dans d'autres pays. Ouais. Je prends des exemples. La country. Si on veut... La country, ok, ça c'est très très clair. C'est vrai que faire de la country en Belgique, c'est compliqué. Non, il y a quand même des niches. Hein. Il y a des niches, oui. Et en France, par exemple, il y a des niches importantes pour la country américaine. Donc, mais du coup, il faut avoir les créneaux pour pouvoir rentrer là-dedans. Mais nous sommes plutôt une société, et je parle tant en tant qu'éditeur que producteur, dans le mainstream. Le mainstream, ouais, c'est ça. Donc ça pop rock, etc. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des choses quand même audacieuses, mais on ne va pas faire des choses extrêmes. On va pas s'investir dans des projets extrêmes. Ouais, pas de l'expérimental. On saurait pas comment le travailler, parce que là on rentre dans des niches, et donc pour travailler le plus efficacement, il faut rentrer dans un certain milieu qui a l'habitude, qui a le contact avec le public intéressé par ces musiques de niche, et qui sait comment le travailler, et qui sera pas du tout la même qu'un artiste plus mainstream. Ouais, donc vraiment, le parcours d'un artiste, c'est pas un trajet tout tracé où il suffit de passer telle et telle étape. Il y a vraiment, je crois que c'est la première chose, c'est comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse en fait quand on fait cette musique-là. C'est qui potentiellement notre auditeur, notre fan privilégié. Mais je sais que les artistes et les auteurs ont d'abord des envies. Ils ont envie de sortir ce qu'ils ont au fond du cœur, au fond de leur trip, sans trop se préoccuper de l'aspect marketing, de qui appréciera. Alors, nous, c'est clair que tu demandais quel serait un critère de sélection. Si on se rend compte que l'artiste n'est pas du tout cette ouverture vers le public, parce que on fait pas de la musique pour entasser des enregistrements dans une armoire et qui n'en sortent plus jamais. Ça serait pas du tout rentable ni pour nous, ni pour les gens avec qui on collaborerait, et ça serait... Oui, ça serait de temps. Alors, il faut trouver le bon équilibre entre ce qui est artistiquement intéressant et ce qui peut trouver son public. C'est ça. Ça répond peut-être à la question suivante. Comment se préparer pour bien collaborer avec un éditeur? Bon, donc déjà, il faut qu'il y ait le match subjectif, finalement, et puis un match objectif c'est effectivement le marché que je peux exploiter. Mais voilà, une fois que le contrat est signé et tout, comment est-ce qu'on peut vraiment bien préparer la collaboration avec un éditeur? Comment ça se passe? En se parlant beaucoup, en essayant déjà d'avoir des échanges. Et en fait, comme toujours, là, c'est pas particulièrement en tant qu'éditeur. Mais nous, on mélange quand même davantage les casquettes que des boîtes plus importantes. Mais il faut de la confiance. Il faut de la confiance partagée. Il faut que l'artiste, auteur,
qui a un projet, mais nous parle. Ouais. Et parce que s'il fait le truc dans son coin, qui se dit, ben voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Je dis pas que ça peut pas marcher du tout comme ça peut être génial et on dit, bah oui, rien à redire. Mais c'est quand même plutôt rare. Surtout avec des artistes-auteurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Quand tu parles de ça, je pense au film sur Queen, Rhapsody. Ah oui, oui. Tu l'as vu ce film? Oui. Donc il y a cette scène où le groupe fait écouter Rhapsody à son producteur. Il dit, mais les gars, vous avez pété les plombs, le morceau fait 5 minutes, jamais ça passera en radio, vous êtes que des merdes. Et ça finit en gros fuck à travers la fenêtre, etc. Et en fait, bah, l'artiste avait raison pour le coup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait encore exister, ce genre de cas de figure? Bon, déjà, c'est un film. C'est un film. C'est peut-être romancé ou pas, tu penses? Mais comme très souvent, les scènes de studio, les scènes de... Parce que il y a le film sur Queen, mais il y a des dizaines de films qui parlent d'artistes qui sont devenus quelque chose. Oui, et il est toujours... Enfin, dans ce genre de film, il est souvent bien de présenter l'artiste comme celui qui a raison. Oui, le héros, celui qui a raison envers et contre tout. Alors, évidemment, on sait que les Rolling Stones avaient envoyé des démos qui avaient été refusées par Decca, je pense. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Et voilà, évidemment, les maisons de disques, les éditeurs se trompent. Voilà. Ça nous est arrivé quand même, à quelques moments, à quelques reprises, on entend une chanson, on se dit, waouh, ça va le faire. Mais on s'est trompé aussi, hein. Parfois on s'est dit ça n'a pas marché. Mais bon, quelques exemples dans notre catalogue, quand on a entendu Les rêves sont en nous de Rhapsat, on s'est dit, waouh, ça va le faire. Quand on a entendu la maquette de Paradise par Noah Moon, même si la maquette était très très loin de l'original, on se disait, il y a vraiment quelque chose. Mais il y avait encore du travail. Et dans ma rue, la chanson dont tu parlais. Donc, voilà. Ok, donc alors, ça répond encore à ma question suivante. À quoi s'attendre d'un partenariat avec un éditeur? Tu l'as dit, donc c'est cette confiance, cette discussion. Par rapport à une grosse boîte qui a beaucoup de catalogues et qui se retrouve effectivement à devoir gérer ce catalogue, il y a une toute petite partie de leur activité qui est consacrée à faire du développement. Nous, c'est pas comme ça. On a du catalogue, mais on n'a pas du tout la quantité de catalogues qui nous permettrait de dire bon ben là on arrête, on fait plus rien, on attend que ça tombe. C'est ça. C'est de toute façon que des gros succès, ça va de toute façon générer des droits. Donc nous, le développement est vraiment essentiel dans notre activité. Donc c'est un vrai partenariat avec l'artiste, là c'est obligatoire entre guillemets quoi. Un des jobs de l'éditeur, c'est aussi donc la synchro, j'en avais parlé au début, donc c'est une des facettes, c'est de faire en sorte que l'œuvre soit le plus utilisée possible, le plus entendue. Donc, évidemment, passage radio, passage télé, mais donc les synchros, donc ceux qui sont pas familiers avec ce terme, c'est le fait de synchro pour synchroniser avec un film, avec une pub, avec une série, etc. Donc avec même parfois des messages, par exemple du type politique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça nous est quand même déjà arrivé à plusieurs reprises. Alors il faut savoir que la synchro est double. Il y a la synchro dans laquelle l'éditeur est concerné et qui parle qui concerne les droits d'auteur, des gens qui ont composé la chanson. Donc ça doit être une musique préexistante. Ça ne peut pas être une musique qui est composée pour un film. C'est ça, ça c'est encore autre chose. C'est une musique originale de film, on est dans un autre cas de figure. Donc ça doit être une musique qui est préexistante. Et alors, il y a les deux cas de figure. Donc c'est l'édition concerne les droits d'auteur et donc les auteurs et les compositeurs. Et puis il y a une synchro sur le master. Alors parfois il n'y a pas de synchro sur le master. Si il y a une nouvelle version d'une chanson qui est déjà connue, qui est enregistrée pour les besoins du film, par exemple. Dans ce cas, il n'y a pas de synchro sur le master. Et c'est un nouveau master pour lequel le producteur du film va financer la plupart du temps. Il va créer une nouvelle adaptation pour le film. Voilà. Donc, pour que ce soit bien clair, donc il y a l'œuvre qui est existante telle quelle. Je vais prendre un truc bateau. On parlait de Bohemian Rhapsody. Donc, admettons, on met tel quel Bohemian Rhapsody dans un film. Et puis il y a la version où en fait on va faire rechanter le refrain parce que c'est de ça dont on a besoin pour la chanson, pour le film. Et donc ça c'est encore autre chose. Mais l'éditeur est quand même impliqué dans les deux puisqu'il y a des droits d'auteur dans les deux cas.
C'est ça. Oui. Ok. Mais donc il y a le droit d'auteur par rapport, enfin la synchro par rapport à une œuvre qui est déjà faite. Ça c'est le master, comme tu dis. Et puis il y a simplement L'œuvre, il y a l'œuvre et le master. oui, l'œuvre et le master. Toi tu sépares comme ça. Ok, d'accord. Oui. Ok. Donc l'œuvre c'est la composition, Voilà. le texte, et le master c'est tel que ça a été produit en fait. Voilà. Ok. Et donc l'éditeur, qui est souvent le premier qui est contacté, parce que c'est lui quand même qui détient avant tout le droit moral. C'est pas lui qui le détient, mais c'est lui qui représente Oui. le droit moral au nom des auteurs et compositeurs. Si on fait une demande, avant d'aller plus loin, ce que l'éditeur doit faire, c'est s'assurer que les auteurs-compositeurs n'ont pas de problème avec ce type d'utilisation C'est de ça. leur musique Ouais. dans un cadre tout à fait différent de celui dans lequel, elle a été composée. Donc l'éditeur est contacté en premier, et s'il y a aussi une utilisation du master, à ce moment-là, la plupart du temps, l'éditeur renverra vers le producteur, Ok. qui lui aura une négociation séparée. Ceci dit, elle est séparée, mais la plupart du temps, il y a la clause Most Favorite Nation, Ouais. c'est-à-dire que les deux vont proposer le même montant. Donc, mettons que ce soit 5 000 € pour la partie édition et 5 000 € pour la partie master. Ok. Donc, le producteur du film, s'il y a un accord sur tout ça, devra payer 10 000 €. D'accord. 5 000 à l'un, 5 000 à l'autre. Ok. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des flat fees, des forfaits. Et le flat fee et le forfait, il faut le déterminer dans le territoire, dans la durée, dans le type d'utilisation et toute une série de clauses qui sont dans des contrats de synchronisation. Ok. Et ben justement, parlons de contrat. Donc le contrat que l'on signe avec un éditeur en tant qu'artiste, c'est un contrat en tant qu'auteur. Un auteur avec un éditeur, c'est un contrat donc d'édition. Et à ce moment-là, bon, en tout cas la règle ici en Belgique et en Europe, je pense, c'est l'éditeur a 50% des droits en moyenne. En Belgique. En Belgique, ok. En Belgique. Et l'artiste, c'est-à-dire qu'il faut faire la les différence auteurs. entre les types de droits. Oui. Droit d'exécution et droit de reproduction mécanique. D'accord. Droit d'exécution en Belgique, il y a la possibilité de le faire à 50-50, mais il y a aussi une possibilité de le faire à un autre taux. Ça, c'est toujours négociable. Pour les mécaniques, c'est plus systématiquement 50-50 et dans tous les pays. Pas dans tous les pays. En tout cas, les principaux, la Hollande et la France, qui sont quand même les partenaires privilégiés. Voilà. Ouais. Mais les droits d'exécution, dans ces deux pays-là, c'est 1/3 pour l'éditeur, 2/3 pour les auteurs. Ah, ok. Pourquoi il y a cette différence Voilà, c'est règle de la SABAM. Voilà, c'est une règle effectivement appliquée à la SACEM et à la... Mais le taux, ça devient... Le taux peut changer à partir du moment où il y a des exploitations à l'étranger, il y a un sous-éditeur, enfin bon. Oui, c'est ça. Oui, parce que donc il y a l'éditeur et puis il peut y avoir des co-éditeurs et des sous-éditeurs. Voilà. Il ne peut pas y avoir un sous-éditeur sur le même territoire. Donc ça, c'est le principe. On sous-édite en dehors de son territoire de base. Donc nous, quand on signe ici en Belgique et pour le monde, donc on ne pourra pas avoir de sous-éditeur belge, mais on pourra avoir un sous-éditeur français. À ce moment-là, vous lui cédez une part de votre part. Voilà. Et lui, il va exploiter sur son territoire. Voilà. Mais la plupart du temps, où il va exploiter, où il va aller chercher les droits. Hein. C'est souvent... Oui, c'est ça. Souvent, c'est... L'aspect administratif. C'est administratif, mais c'est pas que administratif. Ça veut dire que l'œuvre doit être bien référencée dans la documentation. Ouais. Et après, les droits doivent bien remonter vers la bonne œuvre. Donc, c'est administratif dans le sens où, oui, il faut faire un travail administratif, mais dans le but de pouvoir collecter l'argent correctement. Oui, bien sûr. Ok. Et alors le co-éditeur, ça c'est quand il y a plusieurs partenaires qui veulent partager. Voilà, mais ça peut être une coédition aussi limitée par territoire. Tout ça, ça peut être limité par territoire. Le contrat d'édition, il y a une clause territoire, il y a une clause durée. On n'est pas obligé de signer un contrat d'édition pour le monde. C'est ça. On peut, par exemple, signer un contrat d'édition pour Benelux plus France, par exemple. Donc, si on fait ça, on peut effectivement avoir un sous-éditeur en France, mais on ne pourra pas avoir un sous-éditeur en Allemagne, puisqu'on n'a pas les droits sur l'Allemagne. C'est ça, ouais. Et il y a certaines œuvres qui sont éditées par plusieurs éditeurs dans différents pays en fonction des territoires de compétences de l'éditeur. Ouais, c'est complexe de nouveau, hein. Mais c'est bien, c'est super intéressant. Ok, alors passons un petit peu aux erreurs à éviter. Donc, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu as peut-être déjà rencontrées avec des artistes qui t'approchent ou qui travaillent avec toi?
Les erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas lire le contrat. De ne pas lire le contrat, ok, déjà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a il y a encore des confusions entre c'est quoi un éditeur, c'est quoi un producteur. Énormément. Et je dirais, le digital a accentué ces confusions-là, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont aussi auteurs-compositeurs, donc qui ont une double casquette, qui sont eux-mêmes producteurs, une troisième casquette, et qui exploitent eux-mêmes, donc à la limite encore une casquette de label. Et donc, ils font pas la différence entre tous les... Quand ils posent un geste, quand ils composent une chanson et en même temps l'enregistrent dans leur grenier, mais bon, les techniques d'enregistrement font que maintenant on peut aller très loin en home studio. Ils se posent pas la question de est-ce que je fais ça en tant qu'auteur, est-ce que je fais ça en tant qu'artiste, est-ce que je fais ça en tant que producteur. Alors moi, j'invite quand même, et je l'ai fait encore il y a 2 jours avec un groupe avec lequel on va peut-être travailler. Ils sont 3, je vais pas dire leur nom évidemment. Ils sont 3 depuis toujours, mais ils se produisent eux-mêmes jusqu'à présent. Mais il y en a un qui écrit plus que les autres. Alors, je leur dis, pensez bien à ça dès le départ. Pensez bien à... la répartition. D'abord, distinguer vos casquettes. Là, je suis auteur-compositeur. Est-ce que mes partenaires peuvent vivre avec le fait que je vais avoir plus de droits qu'eux en tant qu'auteur-compositeur parce que j'ai fait plus de création? Ou bien alors, est-ce qu'on fait un deal? Le plus fameux deal est le deal Lennon-McCartney. Où ils ont fait moitié-moitié. Ils ont fait moitié-moitié, mais très très longtemps. Toute la période des Beatles et même après les Beatles. C'est ça. Et ça a un effet quand même incroyablement positif pour les héritiers de Lennon. Parce que Lennon est mort en 1980 et maintenant, 44 ans plus tard, les morceaux ne sont toujours pas tombés dans le domaine public. Ah oui, grâce à Lennon. Puisque McCartney est toujours vivant et que le délai de domaine public est compté à partir de la mort du dernier auteur. Et donc, alors moi je leur dis aussi, pensez bien, ok, vous êtes artiste, vous en tant qu'artiste vous enregistrez vos chansons, vous les interprétez sur scène, et tout ça, mais vous les enregistrez vous-même, donc vous êtes aussi producteur. Est-ce que le producteur, les 3 sont à égalité. À égalité, exact. Est-ce qu'il y en a un qui est plus producteur que les autres, qui met plus d'argent, qui met plus de moyens, qui met plus de temps? Mettez-vous d'accord. Tout est possible, mais mettez-vous d'accord. C'est ça. Limite qu'ils fassent un espèce de contrat entre eux, une convention ou quoi, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais qu'est-ce qui se passe si un des membres du groupe s'en va ou s'il y a un autre qui arrive? Est-ce qu'il rentre dans la structure dans et qu'il est considéré comme membre du groupe à part entière? Ou bien est-ce qu'il sera simplement un accompagnant qui sera rémunéré pour ses sessions, ses prestations, soit sur scène, soit en studio? Donc, moi, de mon point de vue, je dirais... c'est souvent les plus grosses erreurs qui peuvent être faites, c'est de ne pas avoir conscience de qui on est et pourquoi on fait les choses. Et c'est normal au début, on est en train de créer quelque chose, de construire quelque chose, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Bien sûr, évidemment. Mais la question peut se poser très très vite, et elle se pose particulièrement si on a une collaboration avec un producteur, avec un éditeur, avec un label. Un label, il va dire, bon, ben voilà, je paye un tel taux, je vous paye un tel taux, vous êtes artiste et producteur, mais qu'est-ce qui est pour l'artiste, qu'est-ce qui est pour le producteur? Ça, bon, je suis en train de dévier de... Oui, non, mais je vois. Mais ça fait partie d'un tout. Donc c'est la question des multicasquettes, parce que c'est quand même assez courant, effectivement, aujourd'hui. Et d'ailleurs, Team for Action est aussi multicasquette. On est aussi multicasquette, mais l'avantage pour nous d'être multicasquette par rapport aux gens avec qui on travaille, c'est qu'on comprend les différents aspects... Indépendamment. Oui, voilà. Et en synergie, en même temps. Voilà. C'est ça. Ok, intéressant. Dis-moi, est-ce que tu peux donner un exemple concret d'un artiste avec qui tu as travaillé, où tu te dis, là on a contribué à ce que sa carrière se développe. T'as une idée d'un artiste là? Oui, évidemment, il y en a plein. Il y en a plus d'un. Il y a toutes les histoires possibles. On a travaillé avec Pierre Rapin. Oui.
Pierre Absat, il a une carrière en tant qu'artiste solo, parce qu'il avait déjà des groupes avant, Ouais. mais en tant qu'artiste solo, du début de son premier album, enfin, de l'enregistrement de son premier album, jusqu'à son décès, qui a duré 30 ans. Ah oui, 30 ans. Voilà. Ah oui, quand même. Nous, on a travaillé uniquement pendant les 10 dernières années. Ok. Et sur quel aspect? Sur l'aspect production, édition? Tout. Ah oui, la Production, totale. label, édition. Ok. J'ai une petite fierté à dire que, parce qu'il a travaillé avec beaucoup de labels tout au long de sa carrière, et beaucoup d'éditeurs d'ailleurs, que nous sommes les seuls avec qui il avait re-signé. Ah oui. Il a re-signé pour le dernier album qu'il a fait d'Azibao, mais il y en avait encore 2 autres qui devaient arriver, que évidemment on n'a pas pu faire. Bah Et je ne dirais pas que nous avons été absolument décisifs dans sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà eu des gros succès. C'est quelqu'un qui était plutôt sur une stagnation au moment où on a commencé à travailler avec lui. Et il a fallu, on a travaillé, on a fait beaucoup de choses. On a fait un premier album compilation avec des inédits, puis on a fait 4 albums studio et 2 albums live, rien double. Ok. Ça, c'est ce qu'on a produit avec lui. Et ça n'a pas cartonné tout de suite. Mais c'est quelqu'un avec qui c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, qui avait une très bonne vision un mot que les artistes n'aiment peut-être pas, mais il avait une très bonne vision du marché. Il comprenait aussi ce que son public attendait, et pour lui, faire des concerts, ça était super important. Ouais. Donc, s'il faisait des chansons qui ne plaisaient pas au public et que le public ne réagissait pas, il le prenait très très mal. Ah oui. Donc, il était prêt à se poser la question: qu'est-ce que mon public va aimer? Et en même temps, il a trouvé un bon équilibre. On parlait de Lennon-McCartney, mais c'est un petit peu leur histoire aussi. C'est l'équilibre entre trouver son public, faire des chansons que le public aime, et en même temps innover. C'est ça. Et Pierre Pierre avait cette capacité-là. Sans doute celui le plus de tous ceux avec qui on a travaillé qui avait cette capacité. Ok. Maintenant, on a travaillé avec des gens qu'on a pris depuis le début, et voilà. On peut citer des noms comme ça? Dans le passé, il y a eu Perry Rose. Perry Rose, ouais. Été 67? Non. Été 67. On a fait 2 albums. Après, le groupe s'est plus ou moins dissous, et Nicolas Michaud, parce qu'il y a 2 Nicolas dans le groupe, est parti vers des aventures solo. Ouais, c'est ça. Oui, on a travaillé avec Mudflow. Mudflow, oui, c'est vrai. Enfin, je dirais pas depuis tout à fait le début, parce qu'il y avait déjà un premier album avant, mais on a fait 3 albums avec eux. Et on a beaucoup collaboré avec Vincent Liben, et on continue à avoir des contacts avec lui, à essayer de développer des choses. Puis il y a des plus jeunes qui viennent d'arriver. Il y a notamment Essila. Essila, bah oui. Mais là, on n'est pas producteur. C'est uniquement édition? Non, c'est aussi une licence. Ok. Et donc voilà, on se dit, elle arrive à creuser son Elle a une voix exceptionnelle. C'est une chanteuse exceptionnelle. C'est une chanteuse extra, quoi. Ah ouais. Voilà. Elle a une chouette personnalité en plus. Donc, ouais. c'est chouette. On a fait aussi des choses pour les enfants. Ah oui, pour les enfants. Non, les déménageurs. Les déménageurs. Alors, il y a une caractéristique assez différente, c'est que pour tous les autres qui sont plus dans le mainstream adulte, je vais dire, il y a des périodes et d'exploitation où un album sort, il vit peut-être pendant 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, et puis après il faut passer à autre chose. Donc on est dépendant quand même de la mode, on est dépendant des médias, et pour le jeune public, c'est pas du tout comme ça. Okay. Le jeune public, on vise un public qui va de 3 à 8, 9 ans grand maximum, et puis après, hop, qui s'intéresse plus du tout. Ah oui, c'est ça. Mais il est par contre... C'est ça. Et donc... on peut utiliser le même répertoire, voilà. Simplement sur les générations nouvelles. Là, ils vont faire leur dernier concert le 1er décembre, et c'est le moment où on a sorti Bonjour tout va bien, qui était la première chanson, qui était sur le premier album, et qui est devenu presque un hymne dans le musique jeunesse. Oui, dans la musique jeunesse. Excellent. C'était en 2002, donc donc il y a 22 ans. Quoi. C'est clair que les parents qui viennent maintenant étaient peut-être bien les enfants qui avaient apprécié. C'est marrant. Voilà. C'est rigolo.
Et là, il y a pas d'effet de mode. Alors, il y a pas non plus de radio. Non, effectivement. Mais ça, c'est intéressant. Donc, du coup, l'exploitation, en ce moment-là, puisque comme l'éditeur prend une part sur les droits d'auteur, l'exploitation se fait uniquement sur les concerts, dans ce cas-ci? Sur les concerts, malgré tout sur les disques. Sur les disques quand même, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bon, ça c'est effectivement le support, c'est devenu la grande question dans plein de domaines, mais particulièrement pour les enfants. Parce que les enfants, ils mettent pas du vinyle sur une platine. Ah bah non, ouais. Et ils savent pas non plus se servir de Spotify, ni de Deezer. Ouais. Donc, c'est un petit peu la grosse question. Donc, mais bon, et au niveau droit, effectivement, il y a les concerts, il y a les droits de reproduction mécanique, et puis il y a quand même le numérique. Oui. Mais il faut plus de temps pour que le numérique fonctionne. Oui. Mais le numérique des déménageurs, il tourne. Il tourne, quoi. Ouais, il tourne, voilà. Comme une horloge, je dirais. Et alors, dis-moi, pour clôturer, est-ce que tu sens qu'il y a une tendance particulière maintenant dans le mainstream, dans la musique, la pop? Ah oui, c'est plutôt ce genre-là qui marche ou pas vraiment? Non. 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 Mais bon, tout dépend quand même aussi à quel type de public on s'adresse, quel âge, notamment. Mais par exemple, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, ils consomment la musique sur les plateformes pas du tout de la même manière que moi j'ai consommé de la musique quand j'avais leur âge. Moi, je m'attachais à des groupes. Oui. J'écoutais des albums, j'allais voir les groupes en concert et je m'attendais à ce qu'ils jouent l'album que je connaissais. Évidemment, et ici, c'est chanson par chanson, quoi. Et donc, c'est plus difficile de développer. C'est plus difficile d'avoir un phénomène sur la durée. Alors, Angèle n'a pas vraiment ce problème. C'est quand même une autre manière de raisonner sur ce qu'il faut faire pour développer. Alors, nous, on s'attache quand même à des artistes, on les prend pas et les jeter comme un mouchoir. Donc, on espère quand même avoir des collaborations dans la durée. Dans la durée, mais c'est pas si évident, c'est vrai. Alors, il y a le digital. Et le digital, du point de vue producteur, label, il y a comment au mieux exploiter les chansons. Du point de vue éditeur et auteur, c'est comment récolter les droits auprès des plateformes. Et donc, là, je ne sais pas si lors de tes rencontres avec la SABAM, ça a été évoqué, il y a un changement de paradigme pour tout ce qui est digital, puisque la logique ancienne des sociétés d'auteurs est que chaque société d'auteur est compétente sur son territoire pour le catalogue du monde entier. Donc, si un artiste, un auteur belge signé, affilié à la SABAM, est exploité en France, c'est d'abord la SACEM qui va récolter ses droits, qui va les envoyer à la SABAM, et puis qui fera le partage. C'est différent s'il y a un sous-éditeur, mais peut-être pas, mais peut-être aussi. Tandis que pour le digital, c'est pas comme ça. Chaque auteur affilié à sa société d'auteur attend que sa société d'auteur récolte ses droits dans le monde entier. Le monde entier, c'est ça. Voilà. Par contre, la SABAM, et c'est la même chose pour les autres, ne représente que leur catalogue propre. C'est ça, il y a encore des grosses exceptions. Ce que Olivier expliquait, c'est que plusieurs sociétés s'étaient réunies sous une autre entité qui, à elle seule, allait justement auprès de Spotify et compagnie. Je ne sais plus comment s'appelait le... ICE. ICE, c'est vrai, mais ICE, c'est une qui fait de la perception pour plusieurs sociétés. C'est ça, Et après, elle renvoie quand même à la société d'origine. À la société d'origine. Et c'est comme, elle ne répartit pas. Elle répartit... Elle répartit pas, elle perçoit ce qui est dû à la SABAM pour ses membres, et voilà, elle le donne à la SABAM, et c'est la SABAM qui répartit. Et là, il y a un phénomène aussi, et là, ça devient vraiment technique, par rapport aux éditeurs, c'est le principe writer sticky. C'est-à-dire que si un auteur est membre de la SABAM et qu'il est édité par un éditeur de la SABAM, eh bien, l'éditeur va suivre le sort de l'auteur. C'est-à-dire que c'est la SABAM qui va percevoir dans tous les territoires. Mais même chose si c'est un éditeur français. Là, l'éditeur français devra attendre que la SABAM ait perçu sa part, puisque l'éditeur reste collé, writer sticky, collé au territoire de base de l'auteur. Donc en fait, ça va juste rallonger le temps
de recevoir les relevés, voilà, de recevoir l'argent. Et c'est plus difficile à contrôler. Et plus difficile à contrôler. Ouais. Mais c'est le principe du writer-sticky, mais on peut compliquer les choses. Il peut y avoir sur une chanson 2 auteurs, un qui est à la SABAM, un qui est à la SACEM. Qui est à la SACEM, en effet. Il peut aussi y avoir le cas d'un auteur qui est membre à la SABAM, mais uniquement pour la Belgique, et à la SACEM pour le reste du monde. Donc tout ça complique très très fort. C'est un sacré micmac. Ok, excellent. Bon bah ça c'est compliqué effectivement, mais donc pour résumer cet épisode, moi je pense qu'on a quand même survolé pas mal de choses qui sont importantes. Donc, de un, pour contacter un éditeur, il faut déjà avoir connaissance de l'activité de cet éditeur, dans quel marché est-ce qu'il se positionne, si je peux dire, finalement. Est-ce que c'est un éditeur de jazz, de musique mainstream, de classique ou quoi, qu'est-ce, en fonction de son projet. Donc, j'ai envie de dire que c'est vrai pour n'importe quelle collaboration, en fait. Faut pas contacter n'importe quel pro. Même si nous, par exemple, on va être plus large en tant qu'éditeur qu'en tant que producteur ou label. Oui, c'est ça. Par exemple, on représente quand même pas mal de musique de film. Mais alors, quand je parle de musique de film, il ne s'agit pas de synchro, il s'agit de musique originale composée. Composée pour un film. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, à cet aspect-là, il y a l'aspect comment est-ce qu'on contacte un éditeur. Bon, on a répondu à la question. Comment est-ce qu'on peut résumer ça? Comment est-ce qu'on contacte un éditeur? Par mail, avec un lien SoundCloud. Oui, et puis les contacts se font quand même à l'ancienne. Sur les lieux de concert ou ce genre de choses. Ouais. Quand il y a des salons peut-être ou des rencontres lors d'ateliers ou autres. Donc là, il y a plein d'endroits qui proposent de plus en plus ce genre d'initiatives. Moi, je rencontre quand même assez peu de gens qui sont strictement auteurs. Qui n'ont pas de projet d'interpréter eux-mêmes. Bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi, et ça on n'en a pas parlé, mais il y a aussi toutes les sessions d'écriture qui permettent à des auteurs de travailler ensemble, parfois, même s'ils sont chez des éditeurs différents. Et ça, c'est quelque chose qui s'est quand même très très fort développé ces dernières années. C'est des split copyright. C'est ça. C'est-à-dire des chansons qui sont composées par différentes personnes, qui sont signées sur différents éditeurs. Là, les éditeurs, chacun s'occupe que de sa part. De sa part, c'est ça. Effectivement, je connais une artiste qui travaille à distance avec des auteurs-compositeurs à distance pour un label qui est à Londres et ils vendent les chansons aux États-Unis. Ah oui. Donc c'est fou quoi. C'est fou les montages de collaboration qu'il peut y avoir. Oui, et puis dans ce genre de collaboration, on a par exemple une chanteuse qui va chanter en Pologne. Sur un backing qui a été fait en Belgique. Et elle fait sa voix et elle écrit une partie du texte et elle contribue aussi à la mélodie. Ah oui. Quelle va être sa part qu'elle va devoir négocier avec les ayants droit originaux. Et du coup, elle va signer à la société en Pologne. Oui. Si elle déposera sans doute là où elle est affiliée. Oui, c'est ça. Mais elle pourrait signer un contrat d'édition avec un éditeur belge. Oui, c'est ça. Oui, parce que effectivement, autant la SABAM, toutes les sociétés, on ne doit pas être du territoire pour s'y affilier non plus. Non. Donc ça c'est ça on en avait un petit peu parlé aussi, je pense, avec Olivier. Bon, eh bien écoute, pour résumer, travailler avec un éditeur de musique peut vraiment propulser la carrière à un autre niveau. Donc si vous êtes prêt, ça peut y contribuer. Ça peut y contribuer en tout cas. Donc voilà. Donc si vous êtes prêt à passer cette étape-là, faites en sorte de bien préparer, de savoir ce que vous voulez avec votre musique. Donc voilà. Merci beaucoup Claude de m'avoir accueilli dans vos bureaux à Team4Action et n'hésitez pas à partager aussi vos impressions, vos commentaires en dessous de la vidéo pour pouvoir alimenter la discussion autour de cette thématique. Et voilà, je vous laisse avec ceci et maintenant c'est à vous de jouer.